Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires qui explorent ce qui nous observe quand nous croyons être seuls. Si tu apprécies ce moment de tension et de révélation troublante, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à continuer de créer ces récits qui sondent les recoins obscurs de la perception. Alors, installe-toi confortablement, prépare-toi à remettre en question ce que tu crois voir, et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. L'histoire d'une œuvre d'art qui refusait de rester immobile, et d'un homme qui a appris que certaines choses nous regardent aussi intensément que nous les regardons. Bastien Mercier avait hérité de la maison de son grand-oncle Édouard 6 mois après la mort de ce dernier. C'était une vieille bâtisse de 3 étages dans le 15e arrondissement de Paris, coincée entre deux immeubles plus modernes comme un vestige têtu d'une époque révolue. Bastien, critique d'art de profession, vivait seul depuis son divorce 2 ans auparavant. L'héritage tombait à point. Son appartement était devenu trop petit pour sa collection croissante de livres et de catalogues d'exposition, et l'idée d'avoir plus d'espace, même dans une maison vieillotte et quelque peu délabrée, l'attirait. La maison était remplie des possessions d'Édouard, accumulées pendant 87 ans de vie. Des meubles anciens, des livres jaunis, des bibelots poussiéreux. Bastien passa les premières semaines à trier, à jeter, à donner. Il gardait certaines choses par sentimentalité ou parce qu'elles avaient une valeur historique ou monétaire. Le reste partait, libérant progressivement l'espace pour qu'il puisse y imprimer sa propre marque. C'est dans le bureau du 2e étage, une pièce sombre aux boiseries anciennes, que Bastien découvrit le tableau. Il était accroché au-dessus de la cheminée, dans un cadre doré lourd et ornementé qui avait certainement coûté une fortune à l'époque. Le tableau lui-même représentait une scène pastorale typique du 19e siècle. Une clairière dans une forêt, baignée de lumière douce. Au centre, un étang reflétant le ciel. Sur la rive, une silhouette de femme de dos, vêtue d'une robe blanche, regardant vers l'eau. Des arbres encadraient la scène, leur feuillage formant une voûte naturelle. Des oiseaux volaient dans le ciel pâle. C'était beau d'une façon conventionnelle, techniquement compétent mais pas particulièrement original ou remarquable. Bastien, avec son œil de critique, estima que c'était probablement l'œuvre d'un artiste mineur de l'école de Barbizon, peut-être une copie d'un maître plus connu. Intéressant d'un point de vue historique, certainement valable financièrement grâce au cadre sinon au tableau lui-même, mais pas assez exceptionnel pour mériter une place d'honneur. Il envisagea de le vendre, ou de le reléguer au grenier. Mais quelque chose le retint. Peut-être la façon dont la lumière dans le tableau semblait vibrante malgré les années. Ou la posture de la femme, à la fois sereine et mélancolique. Il décida de le garder, au moins pour l'instant. Bastien s'installa dans la maison, transformant le bureau en son espace de travail. Il passait ses journées là, lisant, écrivant des critiques pour diverses publications, préparant des conférences. Le tableau restait au-dessus de la cheminée, et Bastien s'habitua rapidement à sa présence. Il le regardait parfois distraitement entre 2 paragraphes, laissant son regard se perdre dans la scène paisible. C'était reposant, cette clairière figée dans un éternel après-midi d'été. Un antidote visuel au stress de son travail, aux polémiques du monde de l'art contemporain qu'il devait naviguer quotidiennement. Les premières semaines dans la maison furent paisibles. Bastien appréciait la solitude, le silence, l'espace. Il établit ses routines, café le matin dans la cuisine ensoleillée, travail dans le bureau jusqu'au déjeuner, promenade l'après-midi, retour au travail jusqu'au soir, dîner frugal, lecture au lit. Une existence ordonnée, prévisible, exactement comme il l'aimait depuis que le chaos de son mariage s'était terminé. C'était environ 3 semaines après son emménagement que Bastien remarqua le premier changement. Il travaillait tard un soir, absorbé par un essai complexe sur l'évolution du symbolisme dans la peinture française. Il leva les yeux vers le tableau, cherchant à reposer sa vision fatiguée. Et il fronça les sourcils. Quelque chose était différent. La position de la femme, peut-être?
Elle semblait légèrement tournée, comme si elle avait bougé d'un degré ou deux. Bastien secoua la tête, se frotta les yeux. Non, c'était impossible. Il était fatigué, voilà tout. Trop d'heures passées à scruter de petits caractères sur des pages jaunies. Il éteignit la lampe et monta se coucher. Mais le lendemain matin, quand il entra dans le bureau avec sa tasse de café, il s'arrêta net devant le tableau. La femme s'était définitivement tournée. Pas complètement, elle restait de dos, mais son visage était maintenant légèrement de profil. On pouvait entrevoir l'ombre de sa joue, la courbe de son front. Bastien posa sa tasse avec des mains tremblantes, s'approcha du tableau. Il l'examina de près, cherchant des signes de manipulation. Avait-il été remplacé pendant la nuit? Ridicule, qui ferait ça et pourquoi? Était-ce un tour de son esprit, un problème de mémoire? Mais Bastien avait passé sa carrière à analyser des œuvres d'art, à mémoriser chaque détail de composition complexe. Il savait ce qu'il avait vu, et ce n'était pas ça. Il prit une photo du tableau avec son téléphone, notant mentalement chaque détail. La position exacte de la femme, l'angle de sa tête, les plis de sa robe. Il la comparait ce soir pour voir si quelque chose changeait encore. C'était absurde, bien sûr. Les tableaux ne changeaient pas. Mais quelque chose de bizarre se passait, et Bastien était déterminé à comprendre quoi. Ce soir-là, il travailla tard à nouveau, jetant des regards fréquents au tableau. La femme restait dans la même position. Vers minuit, épuisé, Bastien monta se coucher, mais il dormit mal, hanté par des rêves de peinture qui s'animaient, de figures sortant de leur cadre. Le lendemain matin, il se précipita au bureau avant même de prendre son café. Il compara le tableau à la photo de la veille. Son cœur se serra. La femme s'était encore tournée. Elle était maintenant presque de profil. On pouvait voir la moitié de son visage. Et ce visage... Bastien sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Le visage était flou, indistinct, mais il y avait quelque chose de familier dans les traits qu'il pouvait discerner. Quelque chose qui lui rappelait quelqu'un, mais il ne pouvait pas dire qui. Les jours suivants, le phénomène continua. Chaque nuit, pendant que Bastien dormait, le tableau changeait. La femme continuait de se tourner, révélant progressivement plus de son visage. Mais ce n'était pas le seul changement. L'atmosphère de la scène elle-même se transformait. Le ciel, autrefois lumineux et clair, devenait progressivement plus sombre. Des nuages apparaissaient, d'abord légers et blancs, puis plus denses, plus gris. La lumière dans la clairière perdait sa qualité dorée, devenait plus froide, plus blafarde. Les arbres semblaient se rapprocher, leurs ombres s'allonger. L'étang, qui reflétait le ciel, devenait plus sombre aussi, presque noir, comme si ses profondeurs cachaient quelque chose de sinistre. Bastien était maintenant obsédé par le tableau. Il passait ses journées à le surveiller, à documenter chaque changement avec des photos, des notes détaillées. Il essaya de trouver des informations sur l'œuvre, fouillant dans les papiers de son grand-oncle, cherchant une facture d'achat, une provenance, n'importe quoi qui pourrait expliquer son origine. Il ne trouva rien. Le tableau semblait n'avoir jamais existé officiellement. Aucun document ne le mentionnait, aucune correspondance ne s'y référait. C'était comme si Édouard l'avait toujours possédé, ou comme s'il était simplement apparu un jour. Bastien contacta des experts, envoya des photos, demanda des analyses. Mais les réponses étaient frustrantes. Oui, le tableau semblait authentique, probablement du XIXe siècle. Non, il ne pouvait pas identifier l'artiste avec certitude. Quant aux changements que Bastien décrivait, ils étaient sceptiques. Peut-être un problème d'éclairage qui fait paraître les détails différemment à différentes heures, suggéra l'un. Ou peut-être une tendance naturelle à voir ce qu'on s'attend à voir, proposa un autre. Personne ne le prenait au sérieux. Mais Bastien savait ce qu'il voyait.
Ce n'était pas son imagination. Ce n'était pas un problème d'éclairage. Le tableau changeait, physiquement, réellement changeait. Et pas seulement la position de la femme. De nouveaux éléments apparaissaient. Une ombre dans les arbres qui n'avait pas été là au début, indistincte mais présente. Un reflet étrange dans l'eau de l'étang, quelque chose qui ressemblait presque à une autre silhouette. Les oiseaux dans le ciel diminuaient en nombre, comme s'ils fuyaient quelque chose. Plus troublant encore, la femme continuait de se tourner. Maintenant, elle était presque entièrement de face, bien que son visage reste partiellement obscurci par les ombres croissantes dans la scène. Mais Bastien pouvait voir ses yeux. Ou du moins, l'endroit où ses yeux devaient être. Deux taches sombres, indistinctes, mais qui semblaient regarder. Regarder hors du tableau. Regarder directement vers lui. Bastien commença à éviter le bureau. Il travaillait dans d'autres pièces de la maison, emportant son ordinateur portable dans la cuisine ou le salon. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de revenir, attiré par une fascination morbide. Il montait au bureau plusieurs fois par jour, vérifiant le tableau, documentant les changements, essayant désespérément de comprendre. Une nuit, incapable de dormir, Bastien descendit au bureau vers 3 heures du matin. Il alluma la lumière, se planta devant le tableau. La scène était maintenant presque méconnaissable par rapport à celle qu'il avait vue le premier jour. Le ciel était d'un gris plombé, presque noir. Les arbres étaient devenus tordus, leurs branches ressemblant à des mains griffues. L'étang était noir comme de l'encre. Et la femme était maintenant complètement de face. Son visage était enfin visible dans sa totalité. Bastien sentit son sang se glacer. Le visage de la femme était le sien. Ou du moins, une version de lui. Les traits étaient altérés, féminisés par la robe et la posture, mais c'était indubitablement son visage. Ses yeux le regardaient depuis le tableau, et dans ses yeux peints, il voyait, quoi ? De la tristesse ? De la colère ? De l'accusation ? C'est impossible, murmura Bastien, reculant du tableau. C'est complètement impossible. Mais l'impossibilité ne rendait pas la chose moins réelle. Il était là, dans le tableau, le regardant. La scène s'était transformée en quelque chose de sombre, de menaçant, de profondément perturbant. Et au centre, sa propre image le fixait avec une intensité qui lui donnait envie de fuir. Bastien ne dormit pas du reste de la nuit. Il resta assis dans le salon, toutes les lumières allumées, essayant de comprendre. Était-ce une hallucination élaborée ? Une sorte de crise psychologique ? Mais les photos sur son téléphone étaient bien réelles, documentant chaque étape de la transformation. À moins qu'il n'ait modifié les photos lui-même dans un état dissociatif ? La possibilité qu'il soit en train de perdre la raison était terrifiante, mais presque plus acceptable que l'alternative. Que le tableau change vraiment, qu'il reflète quelque chose, qu'il essaie de lui dire quelque chose. Au lever du jour, épuisé mais déterminé, Bastien retourna au bureau. Il devait affronter le tableau, comprendre ce qu'il voulait. Car à ce stade, il ne pouvait plus nier que le tableau voulait quelque chose. Ce n'était pas un phénomène aléatoire. C'était dirigé, intentionnel. Le tableau se transformait pour lui montrer quelque chose, pour lui faire comprendre quelque chose. Il se planta devant l'œuvre, força son regard à rencontrer celui de sa propre image peinte. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il à voix haute, se sentant fou mais désespéré. « Qu'est-ce que tu essaies de me montrer ?» Le tableau, bien sûr, ne répondit pas. Mais en le regardant vraiment, en observant chaque détail de la scène transformée, Bastien commença à comprendre. La clairière n'était plus un lieu de paix. C'était un lieu d'isolement, de solitude. La figure au centre, son propre visage, était seule dans ce paysage assombri. Les arbres l'encerclaient, la piégeant. L'étang sombre reflétait non pas le ciel, mais l'abîme intérieur.
Et cette expression sur le visage peint, ce n'était pas de la colère. C'était de la tristesse profonde, du désespoir. Le tableau lui montrait à quoi il ressemblait. Non pas physiquement, mais émotionnellement, spirituellement. Depuis son divorce, Bastien s'était isolé. Il avait construit des murs autour de lui, se convainquant que la solitude était préférable à la vulnérabilité des relations humaines. Il vivait dans sa tête, dans le monde de l'art et de la critique, évitant toute connexion réelle. Il s'était transformé en cette figure solitaire dans un paysage assombri, entouré par sa propre méfiance et sa propre peur, regardant dans l'abîme de sa propre solitude. Le tableau ne le hantait pas. Il lui montrait un miroir. Un miroir qu'il avait refusé de regarder, une vérité qu'il avait évitée. Et maintenant, cette vérité exigeait d'être vue, d'être reconnue. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Bastien. Il avait été si fier de son indépendance, de sa capacité à vivre seul, à ne pas avoir besoin des autres. Mais ce n'était pas de l'indépendance. C'était de la peur déguisée. Peur d'être blessé à nouveau, peur d'être abandonné, peur de faire confiance. Il s'était volontairement enfermé dans cette maison silencieuse, dans cette vie solitaire, se convainquant que c'était un choix alors que c'était une prison. Les jours suivants furent difficiles. Bastien passa beaucoup de temps à réfléchir, à écrire dans son journal, à affronter des vérités qu'il avait évitées pendant des années. Il appela d'anciens amis qu'il avait négligés. Il accepta des invitations qu'il aurait normalement déclinées. Il commença à voir un thérapeute, quelque chose qu'il avait toujours considéré comme inutile mais qu'il réalisait maintenant être nécessaire. Et chaque soir, il montait au bureau, regardait le tableau. Il observait, attendant de voir s'il continuerait de changer maintenant qu'il avait compris le message. La première nuit, rien ne sembla différent. La seconde non plus. Mais la troisième nuit, il remarqua un changement subtil. Le ciel, qui avait été presque noir, semblait légèrement plus clair. Juste une nuance, à peine perceptible, mais Bastien avec son œil entraîné le remarqua immédiatement. Les semaines suivantes, à mesure que Bastien faisait des efforts conscients pour se reconnecter avec le monde, pour s'ouvrir aux autres, pour affronter sa solitude plutôt que de s'y complaire, le tableau continua de changer. Mais cette fois dans l'autre direction. Le ciel s'éclaircissait progressivement, jour après jour. Les arbres reculaient légèrement, leurs branches devenant moins menaçantes. L'eau de l'étang retrouvait lentement sa clarté, reflétant à nouveau le ciel plutôt que l'obscurité. Et la figure au centre, son propre visage, commença lentement à se retourner. Pas immédiatement, pas brutalement, mais graduellement, elle se tournait à nouveau vers l'étang, reprenant la position qu'elle avait au début. Les traits du visage devenaient moins distincts, moins clairement les siens. Comme si le tableau le laissait partir maintenant qu'il avait compris, maintenant qu'il avait fait le travail qu'il devait faire. Bastien documentait ces changements aussi soigneusement qu'il avait documenté les précédents. C'était fascinant de voir le processus s'inverser, de voir la scène revenir progressivement à sa composition originale. Mais il n'en parlait à personne. Qui le croirait? Et d'une certaine manière, c'était personnel, privé. C'était son voyage, sa transformation, reflétée dans cette œuvre impossible. 3 mois après avoir remarqué le premier changement, Bastien se réveilla un matin avec un sentiment de légèreté qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il descendit au bureau, son café à la main. Le soleil entrait par la fenêtre, baignant la pièce d'une lumière dorée. Il leva les yeux vers le tableau. Et son cœur fit un bond. Le tableau montrait maintenant le bureau lui-même. Non pas la clairière dans la forêt, mais cette pièce exacte, vue depuis l'angle où le tableau était accroché. Les boiseries sombres, la cheminée, le bureau avec son ordinateur, les étagères remplies de livres. Chaque détail était rendu avec une précision photographique. C'était sa pièce, peinte avec le même style que la scène pastorale originale avait été peinte. Mais il y avait une différence cruciale.
Dans le tableau, la pièce était vide. Pas de Bastien debout devant avec sa tasse de café. Pas de présence humaine du tout. Juste la pièce, silencieuse et déserte, comme si personne n'y avait jamais vécu. Bastien resta figé, observant cette scène impossible. Le tableau lui montrait la pièce telle qu'elle serait sans lui. Ou peut-être, telle qu'elle avait été avant lui. Ou telle qu'elle serait si. Il comprit soudain. Le tableau lui montrait ce qui arriverait s'il continuait comme avant, s'il retombait dans ses vieilles habitudes d'isolement. Il disparaîtrait, pas physiquement, mais d'une manière bien plus significative. Il deviendrait un fantôme dans sa propre vie, présent mais invisible, existant mais pas vraiment vivant. La pièce vide était un avertissement, un dernier message. Continue sur cette voie et tu cesseras d'exister de toute façon significative. Bastien posa sa tasse, s'approcha du tableau. Il le regarda pendant un long moment, absorbant ce message final. Puis il hocha la tête lentement. « Je comprends », murmura-t-il. « Je n'oublierai pas. Je te promets que je n'oublierai pas. » Il quitta le bureau, ferma la porte derrière lui. Cet après-midi-là, il appela un ami qu'il n'avait pas vu depuis son divorce. Ils prirent rendez-vous pour dîner le soir même. C'était un petit pas, mais c'était un pas. Un choix conscient de s'engager avec la vie plutôt que de se retirer d'elle. Le lendemain matin, avec une appréhension mêlée d'espoir, Bastien retourna au bureau. Il ouvrit la porte lentement, leva les yeux vers le tableau. La scène pastorale originale était revenue. La clairière dans la forêt, l'étang reflétant le ciel clair, les arbres formant une voûte de verdure. Et au centre, la femme vêtue de blanc, de dos, regardant paisiblement vers l'eau. Exactement comme le premier jour où Bastien l'avait vue. Il s'approcha, examina le tableau de près. Chaque détail correspondait à ses souvenirs initiaux. C'était comme si les 3 mois de transformation n'avaient jamais eu lieu. Comme si le tableau avait toujours été ainsi et serait toujours ainsi. Une scène pastorale ordinaire du XIXe siècle, techniquement compétente mais pas particulièrement remarquable. Sauf que Bastien savait. Il savait ce que le tableau était capable de devenir, ce qu'il était vraiment. Non pas juste une œuvre d'art, mais un miroir, un enseignant, un gardien silencieux qui l'avait forcé à voir ce qu'il refusait de voir. Il passa sa main sur le cadre doré, un geste presque affectueux. « Merci », dit-il doucement. Le tableau ne répondit pas, bien sûr. Il n'était qu'un tableau maintenant, une composition de pigments et de toiles, immobile et silencieux. Mais Bastien savait qu'il veillait toujours, qu'il observait, qu'il serait là pour le rappeler à l'ordre si jamais il commençait à se perdre à nouveau. Les mois et les années passèrent. Bastien reconstruisit progressivement sa vie sociale. Il ne devint jamais un papillon social, ce n'était pas dans sa nature. Mais il cultiva de vraies amitiés, eut quelques relations amoureuses qui ne menèrent nulle part mais qui l'aidèrent à réapprendre la vulnérabilité. Il continua sa carrière de critique d'art, mais avec une nouvelle perspective, une compréhension plus profonde que l'art n'est pas juste un objet esthétique mais un dialogue entre l'œuvre et l'observateur, un miroir qui peut révéler des vérités que nous préférerions ignorer. Et chaque jour, il passait quelques minutes dans le bureau, regardant le tableau. Il restait toujours le même, la scène pastorale paisible, la femme contemplant l'étang. Immuable, silencieux. Mais Bastien ne le prenait jamais pour acquis. Il savait ce qu'il avait vu, savait que sous cette surface tranquille, le tableau portait une conscience, une intention, un pouvoir de révélation. Parfois, tard dans la nuit, quand Bastien se sentait seul ou tentait de retomber dans ses vieilles habitudes d'isolement, il montait au bureau. Il se tenait devant le tableau dans l'obscurité, le regardant à la lueur de la lune filtrant par la fenêtre. Et il lui semblait parfois que la femme dans le tableau bougeait légèrement, tournait imperceptiblement la tête, comme pour le rassurer ou l'avertir. Mais quand il allumait la lumière pour vérifier, elle était toujours dans la même position, dos tourné, regardant l'eau.
Peut-être était-ce son imagination. Peut-être que toute l'expérience avait été le produit d'un esprit stressé et isolé. Bastien ne saurait jamais avec certitude. Mais cela n'avait pas vraiment d'importance. Ce qui importait, c'était la leçon apprise, la transformation accomplie, la vie changée. Car il avait compris la vérité profonde que le tableau lui avait enseignée. Ce que l'on contemple trop longtemps finit parfois par nous observer à son tour, révélant ce que l'on préfère ignorer. Nous ne sommes pas seulement des spectateurs passifs du monde autour de nous. Nous sommes aussi observés, reflétés, jugés non par quelque entité externe, mais par la partie la plus profonde et la plus honnête de nous-mêmes. Et si nous passons notre vie à fuir cette observation intérieure, à éviter ce miroir qui nous montre qui nous sommes vraiment, nous risquons de devenir ces pièces vides que le tableau avait montrées, présents physiquement mais absents de toute façon significative. Le tableau resta dans la famille Mercier. Quand Bastien mourut, à un âge avancé après une vie bien vécue et remplie de connexions significatives, il légua la maison et son contenu à sa fille. Elle aussi fut intriguée par le tableau pastoral au-dessus de la cheminée du bureau. Elle aussi passa du temps à le contempler, à se perdre dans sa scène paisible. Et une nuit, quelques semaines après avoir emménagé, elle remarqua quelque chose d'étrange. La position de la femme dans le tableau semblait légèrement différente. Elle fronça les sourcils, se demandant si c'était son imagination. Elle prit une photo avec son téléphone, se promettant de vérifier le lendemain. Le cycle recommençait. Car le tableau n'enseignait pas seulement une fois. Il enseignait à chaque génération qui en avait besoin, à chaque âme qui s'isolait trop, qui se perdait dans sa propre solitude. C'était son rôle, sa fonction, sa raison d'être. Un miroir éternel, observant ceux qui l'observaient, révélant les vérités qu'ils préféraient ignorer, les forçant doucement mais inexorablement à se voir vraiment, complètement, honnêtement. Et dans cette révélation, aussi terrifiante soit-elle, se trouvait la possibilité de la transformation, de la guérison, de devenir enfin pleinement vivant plutôt que simplement exister dans une pièce vide. Merci d'avoir contemplé ce tableau avec moi ce soir. J'espère que l'histoire de Bastien et de l'œuvre qui changeait la nuit t'a touché, qu'elle t'a fait réfléchir à ce que tu contemples dans ta propre vie et à ce qui te contemple en retour. Nous avons tous nos miroirs, ces choses ou ces personnes ou ces situations qui nous montrent qui nous sommes vraiment quand nous préférerions ne pas voir. La question est, avons-nous le courage de vraiment regarder ce qu'ils nous révèlent? De reconnaître nos propres solitudes, nos propres peurs, nos propres façons de nous isoler? Et ensuite, avons-nous le courage de changer, de nous ouvrir, de risquer la vulnérabilité pour éviter de devenir ces pièces vides, présents mais absents? Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour d'autres récits qui explorent les mystères de la perception et les vérités que nous préférons ignorer. Prends soin de toi, regarde vraiment ce que tu contemples, et sois prêt à être transformé par ce que tu découvres. Bonne nuit, et que tes propres miroirs te montrent non pas ce qui te terrifie, mais ce qui peut te libérer.